L'un des éléments qui me fascine le plus dans le cinéma bis, c'est vraiment l'immense variété des genres qui le composent. Wogzapian, Psycho Killer, Pinkuega, Kaijuega, Mondo, Giallo, Ghost Kung Fu Comedy, Catégorie 3, Vigilante, Nudies, Whip, Blaxploitation, Nunsploitation, Nazisploitation. La liste est gigantesque, mais la plupart du temps, tous ces genres et ces sous-genres restent encore assez obscurs aux yeux du grand public. Tous, sauf un. Le western italien est probablement le genre bis le plus célèbre qui soit, étant donné la très grande quantité de films qui ont été produits, et le fait que tout le monde ou presque a déjà vu au moins un film de Sergio Leone. D'ailleurs, vous pouvez tester par vous-même. Demandez aux gens quelle image leur vient tout de suite en tête quand on évoque le western. Il y a de fortes chances qu'ils vous répondent immédiatement Clint Eastwood et son poncho, ou Charles Bronson et son harmonica. Les films d'Howard Hawks, John Ford et John Wayne ne seront pas forcément cités en premier, signe que, même si le western italien est enterré depuis plusieurs décennies, il reste encore très présent dans la culture populaire, au point de parfois dépasser le modèle original. Bon après, sauf pour Eddie Mitchell, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais il était une fois dans l'Ouest, ça m'emmerde, franchement. Pourquoi? C'est les plans japonais, sur les yeux, sur le flingue, sur... Ça. Bon alors après attention, ça ne veut absolument pas dire que le western américain doit être ignoré pour autant, hein, loin de là. La charge héroïque, La prisonnière du désert, Rio Bravo, La rivière rouge, L'homme qui tue à Liberty Valance et beaucoup d'autres restent des chefs-d'œuvre matriciels et intouchables. Mais malgré ça, une partie des amateurs du genre semble s'être rangée du côté de l'Italie au fil des années, préférant trouver de l'autre côté des Alpes des films plus violents, plus fous et plus subversifs. Si aujourd'hui le western italien a acquis ses lettres de noblesse, reste que certains spectateurs le connaissent encore mal, voire même pas du tout. Et à titre personnel, je compte même plus le nombre de clients du vidéoclub à qui j'ai tenté de proposer un western italien et qui m'ont répondu « Non, j'aime pas trop les westerns, c'est un peu chiant et puis bon, ils se ressemblent tous ». Si jamais vous vous reconnaissez dans cette affirmation, cette vidéo vous est donc destinée, puisqu'on va voir ensemble à quel point tout ça est faux, et comment les 10 films dont je vais vous parler devraient, en principe, vous faire totalement changer d'avis. Au début des années 50, le cinéma américain commence à montrer des signes d'essoufflement, dont l'un des principaux sera la chute inexorable du western, un genre vieillissant dont les valeurs ne sont plus vraiment en phase avec celles de la jeune génération. D'une manière générale, Hollywood est en panique face à l'arrivée de la télévision, qui se charge malgré elle de vider petit à petit les salles obscures. Pour contrer ce nouvel ennemi et faire revenir les spectateurs dans les cinémas, Hollywood choisit alors de laisser de côté les séries B et de tout miser sur les films à très grand spectacle. Afin de diminuer les coûts de production, ces tournages gigantesques vont être délocalisés en Europe et principalement en Italie. Au contact de leurs collègues américains, les techniciens italiens vont réaliser qu'il y a désormais une place à prendre dans le domaine de la série B, et cette prise de conscience va constituer la naissance du cinéma bis italien. Pendant que les Américains viennent tourner plusieurs grands péplums chez eux, les Italiens produisent leurs propres péplums, avec des budgets forcément plus limités, mais qui connaîtront leurs heures de gloire avec des stars locales comme Steve Reeves, Gordon Scott ou Mark Forrest. Mais ce succès sera de courte durée, et le public se lassera peu à peu des aventures fantaisistes de Maciste, Hercule, et tous les autres héros mythologiques culturistes. Maciste, l'homme le plus fort du monde. Maciste contre Zorro. Qui l'emportera? Parmi tous les réalisateurs de péplums italiens, on trouve un certain Sergio Leone qui, même s'il bénéficie alors d'une excellente réputation, souhaite clairement passer à autre chose. Fan de bande dessinée américaine et fasciné par les films de gangsters, Leone a pourtant le déclic de son prochain film lorsqu'il visionne un film japonais de Akira Kurosawa, Yojimbo. Dans ce film, un samouraï étranger arrive dans un village où s'opposent deux bandes rivales. Le samouraï va manipuler les deux camps et les pousser à s'affronter. Sergio Leone reprend à la lettre l'histoire de Yojimbo pour la transposer dans son tout premier western en 1964 pour une poignée de dollars. Quand j'ai fait pour un poignet de dollars, je ne pensais pas de faire le western pour faire le western. Et j'avais envie de faire une petite révolution. La suite, tout le monde la connaît. Les cadres millimétrés comme dans une bande dessinée, les personnages individualistes cruels et sales, la violence sadique et la musique d'Ennio Morricone créent le style de Sergio Leone.
En plus de ringardiser un western américain à bout de souffle et d'enterrer immédiatement le péplum italien devenu subitement bien désuet, Pour une poignée de dollars fait l'effet d'une bombe dans le cinéma européen. Le film est un triomphe en Italie, Clint Eastwood devient une star du jour au lendemain, tous les producteurs locaux veulent se mettre au western. Et Kurosawa colle un procès à Leone pour plagiat, parce que ça se voyait un peu quand même. Un an plus tard, Leone réunit la même équipe pour son nouveau film et pour quelques dollars de plus, et ajoute désormais Lee Van Cleef et Klaus Kinski à son casting. Encore plus réussi que le précédent, et pour quelques dollars de plus, permet à Leone de gagner enfin de l'argent, vu que les recettes de son précédent film ont servi à payer le procès contre Kurosawa, mais surtout de se faire remarquer par la MGM et de signer un contrat pour le film suivant, dernier volet de sa trilogie du dollar, Le Bon, la Brute et le Truand. Avec un budget bien plus conséquent qui lui permet notamment de reconstituer une bataille durant la guerre de sécession et un immense cimetière circulaire appelé à devenir culte, Leone réalise rien de moins que l'un des plus grands films de l'histoire, toujours confondu. D'ailleurs, il est toujours bon de rappeler que la critique de l'époque avait parfaitement su voir les évidentes qualités du film. Il y a maintenant, je ne sais quoi, un film policier italien de Sergio Leone, et je n'ai pas vu ça, il paraît que c'est très bien, Le Bon, La Brute, Le Truand. C'est un western. C'est un western. Alors, western. C'est vraiment très très bien. Non. Non. Non, mais Non. moi j'aime le vrai western, c'est-à-dire le Bah. western chevaleresque où il y a un bon qui venge sa fiancée outragée ou son meilleur copain, ou alors sa jument. Oui, J'ai été nourri à la mamelle de, western, de de la John jument. Ford, de John Ford, La chanteuse de Saloon. de Hawks et de leurs compagnons, et voir ce genre tomber entre les mains d'abominables salopards qui relèvent du coup de pied au cul, eh bien moi ça me gêne terriblement. Comme dirait Beauvais. À l'écoute de cet extrait, on comprend vite que les génies du Masque et la Plume sont clairement à l'ouest, comme souvent d'ailleurs, mais surtout que le western italien entrait totalement en conflit avec la représentation américaine très sage et très classique que l'on pouvait voir jusqu'alors. Concrètement, quand des Italiens proposent une évolution du genre cinématographique américain par excellence, en le pervertissant et en le filmant à leur sauce, certains critiques de l'époque n'ont vu dans ces changements qu'un spectacle barbare et vulgaire, une trahison pure et simple, totalement indigne du modèle original. Bon, Mais mais c'est si. un salopard qui fait n'importe quoi pour gagner Non, du fric. c'est pas vrai. Bon, parce que écoutez-vous, Il n'y a qu'à voir sa tête d'ailleurs en photo. On a ça c'est bas, ça c'est bas. Non, non, non. Les choses se calmeront un peu avec les deux autres westerns de Leone, cette fois bien plus appréciés par la critique. Il était une fois dans l'Ouest, un nouveau chef-d'œuvre où le réalisateur s'amuse à confier à Henry Fonda, habitué au rôle de gentil dans le cinéma américain, celui d'un des pires méchants du cinéma italien, et Il était une fois la Révolution, western un peu plus mineur, mais qui sera là aussi couronné de succès. Bref, en tordant les codes du western américain pour lui donner une touche beaucoup plus irrévérencieuse et méditerranéenne, Sergio Leone crée malgré lui tout un nouveau genre qui va faire les beaux jours du cinéma populaire pendant une dizaine d'années, d'autant plus que, contrairement aux États-Unis, la télévision n'est pas encore arrivée dans tous les foyers italiens. Avec un public abreuvé de péplum et de films issus du néo-réalisme, le western italien ne peut que triompher avec ses règlements de compte spectaculaires et ses anti-héros bien plus modernes et réalistes que ceux du western américain. Et pour plus d'informations sur les liens étroits entre le western et ce que traversait la société italienne de l'époque, je vous recommande cette vidéo qui explique très bien les choses. Pour ma part, je ne vais pas rester davantage sur les films de Leone, car étant donné que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, on va plutôt s'intéresser aux autres films moins connus, mais dont certains font parfois jeu égal avec les monuments que je viens de citer. Ce qui est le cas du premier film de la liste, un grand classique sorti en plein âge d'or du genre, Django, réalisé par Sergio Corbucci en 1966. Dans le petit monde du western italien, le réalisateur était souvent considéré comme le deuxième des trois Sergio. Sergio who? Sergio Corbucci. Hey, who and who's that? The second best director of spaghetti westerns in the whole wide world. On le citait généralement après Sergio Leone, mais avant Sergio Sollima, dont je parlerai un peu plus tard. Avant de réaliser Django, Corbucci avait déjà une vingtaine de films à son actif, dont quelques péplums, mais aucun n'a jamais bénéficié du même statut culte. Si Sergio Corbucci reprend les bases de Pour une poignée de dollars, avec là encore un étranger mutique aux motivations troubles qui arrive dans une petite ville où deux camps s'affrontent, on sent rapidement que Django ne va pas être un western comme les autres. Au son de la musique de Louis Bacalov, le film démarre en nous montrant un soldat nordiste qui patauge dans la boue, entraînant derrière lui un cercueil. Il va ensuite sauver une prostituée ligotée et fouettée par des bandits. Via ces deux scènes, Corbucci annonce clairement le ton de ce qui va suivre.
Django sera bien plus violent, radical et sombre que les films de Leone. Entre le village boueux et pratiquement désert, le mystérieux contenu du cercueil, les bandits au masque rouge ou la scène finale dans un cimetière, le film évoque la mort en permanence et flirte par moments avec le cinéma fantastique. Là où Leone essayait toujours de rester dans un certain réalisme malgré un style très marqué, Corbucci n'hésite pas à en faire des caisses pour faire encore plus ressembler son film aux bandes dessinées que lui aussi lisait quand il était enfant. Son anti-héros sera donc pratiquement invincible et doté de capacités hors du commun comme celui d'assassiner des dizaines de bad guys sans jamais être inquiété. Pour le rôle titre, Corbucci souhaitait avoir son Clint Eastwood à lui, et nul doute que les yeux bleus de Franco Nero ont bien pesé dans la balance. Même si Franco Nero a connu une belle carrière par la suite, que ce soit dans le giallo, le poliziotesco ou le western, il reste à jamais associé à ce rôle, et il l'incarnera même encore une fois le temps d'un caméo chez Quentin Tarantino. D'ailleurs, le premier Django et celui de Tarantino sont loin d'être les seuls Django qui existent, car avec le succès du film de Corbucci, il suffisait aux producteurs et aux distributeurs de rajouter le mot Django dans le titre pour que le public se rue sur le film en question, qui n'avait souvent aucun lien avec le Django original. Alors en vrac, le grand retour de Django, Django tire le premier, quelques dollars pour Django, Django porte sa croix, avec Django la mort est là, avec Django ça va saigner, Django ne prie pas. Au total, on compte une trentaine de films qui portent le nom Django dans le titre, et on trouve même un sukiyaki western Django réalisé par Takeshi Miike, avec encore une fois Tarantino au générique. Le succès du film de Corbucci est colossal, et contrairement à Pour une poignée de dollars où Sergio Leone se faisait appeler Bob Robertson, Django n'a plus besoin de mettre en valeur des faux noms américains pour attirer le public italien. Franco Nero et Sergio Corbucci gardent ici leurs vrais noms, que ce soit sur l'affiche ou dans le générique. Comme le fait remarquer Franco Nero en interview, le succès du film doit autant à ses nombreuses démarcations par rapport au western de Leone qu'au personnage de Django lui-même, un anti-héros invincible dont le martyr évoque par moments celui du Christ et qui défend le peuple face à une milice fasciste. Nul doute qu'avec les années de plomb qui s'amorçaient en Italie, le film de Corbucci n'a cessé de gagner en popularité. La même année, Corbucci réalise Navajo, un western mineur dans lequel Burt Reynolds incarne tant bien que mal un Indien qui cherche à venger le massacre de sa tribu. Au son d'une BO fabuleuse d'Ennio Morricone, on retrouve là encore le goût de Corbucci pour la violence sadique et sa haine du fascisme sous toutes ses formes. Le film connaîtra quelques ennuis avec la censure, notamment aux États-Unis, mais rien de comparable avec le film suivant, véritable sommet de la carrière de Corbucci et du western italien en général. Si le western sous la neige n'est pas une idée nouvelle, André de Tos l'avait déjà eu en 59 avec La Chevauchée des Bannis, celui de Corbucci partage avec tous les autres du même genre un ton profondément nihiliste. Car même s'il se déroule dans des paysages d'un blanc immaculé, le grand silence est paradoxalement d'une noirceur absolue. En plus du cadre inhabituel, Corbucci bouleverse aussi les attentes des spectateurs en modifiant le caractère de ses personnages principaux. Si Django était déjà avare en paroles, ici le héros est un homme complètement muet et qui assassine à tour de bras pour pouvoir assouvir une vengeance. Face à lui, le méchant est un homme beaucoup plus loquace, mais qui s'avère là aussi être un meurtrier de sang-froid et surtout extrêmement calculateur. Le méchant est donc ici bien plus intéressant que le héros, et le fait d'avoir choisi Klaus Kinski pour l'interpréter n'est pas innocent. Acteur aussi magnétique qu'ingérable, humainement atroce et connu pour ses débordements et ses rôles de personnages complètement cinglés, Kinski joue ici l'exact opposé de ce qu'il dégage. Un homme calme qui ne s'emporte jamais et qui a toujours un coup d'avance. Face à lui, Jean-Louis Trintignant incarne un anti-héros obsédé par sa vengeance, qui paraît peut-être un peu fade en comparaison, mais dont le parcours va prendre une direction inattendue. Sans trop spoiler, la fin choisie par Sergio Corbucci allait à l'encontre de ce qui se faisait à l'époque, et même si on retrouve le héros martyr avec les mains ensanglantées, comme dans Django, la suite part dans une toute autre direction. Mais ce refus du happy end classique et ce côté jusqu'au boutiste scellera le sort du film. En voyant la scène finale, les producteurs ordonnent à Corbucci de tourner une autre conclusion, et celui-ci réalisera volontairement une fin alternative tellement nulle et mal foutue qu'elle sera jugée inutilisable. Le Grand Silence connaîtra un échec retentissant en Italie et sera complètement ignoré aux États-Unis à cause de sa fin, mais aussi à cause d'une scène d'amour entre Silence et une femme noire. Seule la France sera un peu plus clémente avec le film, probablement à cause de la présence de Jean-Louis Trintignant au casting. Et à ce propos, ça ne sera pas la seule fois où des acteurs français viendront faire coucou chez leurs collègues italiens, puisque Johnny Hallyday tentera lui aussi l'aventure chez Sergio Corbucci, dans Le Spécialiste,
Et Robert Hossein réalisera en 1969 Une corde et un colt, un curieux western dans lequel il joue également le rôle principal. Aujourd'hui, Le Grand Silence est unanimement célébré comme l'un des meilleurs westerns de l'histoire et vient même d'être restauré en 4K. Plutôt pas mal pour un film en dehors des clous dont personne ne voulait au moment de sa sortie et dont le faible budget obligeait la neige à être faite avec de la mousse à raser. Corbucci signe ici son 7e western, son meilleur diront certains, et même s'il avoue paradoxalement ne pas aimer le genre, il est pourtant loin d'en avoir fini avec. I hate westerns. After this, Mr. Corbucci, what films will you do? A western, naturally. Lorsque Damiano Damiani réalise El Chuncho, il ignore qu'il va poser les bases d'un des sous-genres les plus populaires du western italien, le western Zapata, soit le versant politique du genre qui nous intéresse. Généralement, le western Zapata met en scène la révolution mexicaine et se sert de cette toile de fond pour aborder en réalité la société italienne contemporaine. Pour faire passer ces messages, le western Zapata utilise souvent deux personnages que tout oppose. Ici, un capitaliste américain froid et uniquement motivé par l'argent, et un révolutionnaire mexicain ignare, mais prêt à tout pour défendre sa cause. Dans El Chuncho, le Mexicain naïf va se montrer impressionné par les connaissances de l'Américain et l'accueillir chaleureusement alors que celui-ci ne manifestera aucune émotion vis-à-vis de tout ce qui l'entoure, et encore moins pour la révolution qui se prépare. Non. Entre ces deux personnages, la préférence du spectateur ira bien sûr au Mexicain, un criminel inculte mais qui au final paraît bien plus humain et honnête que l'Américain. À son contact, il va non seulement apprendre et comprendre ses erreurs, mais surtout développer une conscience politique. Alors qu'au début du film, le Mexicain semblait surtout intéressé par les fusillades et l'argent facile, sa relation complexe avec l'Américain l'amène à se poser de plus en plus de questions, au point de remettre en cause l'amitié qui les unit. Et si Damiani se concentre sur le point de vue narratif de l'Américain au début du film, il l'abandonne en cours de route pour aller vers celui de Chuncho, bien plus intéressant à ses yeux. Au passage, le scénariste de El Chuncho n'est autre que Franco Solinas, qui signe la même année le scénario de La bataille d'Alger, autre très grand film politique italien. Bref, parler de révolution mexicaine dans le western Zapata est souvent un moyen détourné pour faire passer des idées de gauche auprès des spectateurs. Dans une Italie pré-1968 de plus en plus militante et lassée par les scandales politiques, le message du film trouve là encore un écho particulier et El Chuncho fait un triomphe en salle. Le western de Damiani vaut aussi le détour pour son casting, là aussi très politisé. Dans le rôle de Chuncho, on peut difficilement faire plus engagé à l'époque que Gian Maria Volonté, un acteur à la réputation difficile vu à 2 reprises chez Sergio Leone et qui jouera plus tard dans d'énormes classiques du cinéma italien. Face à lui, Lou Castel incarne un horrible capitaliste, soit l'exact opposé de ce qu'il est dans la vie, un militant d'extrême gauche. Après, si le discours politique derrière El Chuncho ne vous intéresse pas, il reste malgré tout un excellent western parfaitement réalisé, rempli de scènes d'action et de rebondissements. Et puis rien que pour Klaus Kinski en prêtre allumé qui balance de la dynamite en hurlant des prières, il faut voir ce film. In nomine Patris! Comme on peut s'en douter, le succès de El Chuncho va faire des petits et plusieurs réalisateurs vont s'engouffrer dans la brèche du western Zapata, à commencer par Sergio Corbucci. After this, Mr. Corbucci, what films will you do? A western, naturally. Il va alors réaliser une trilogie sur la révolution mexicaine avec El Mercenario en 1968, Compañeros en 1970 et Mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution en 1972. Les 2 premiers films sont clairement les meilleurs et emploient Franco Nero et Jack Palance dans des rôles similaires. Si El Mercenario apparaît presque comme le brouillon de Compañeros, ce premier film Zapata de Corbucci possède néanmoins une scène capable de rivaliser avec Sergio Leone. Un duel dans une arène rythmée encore une fois par la musique d'Ennio Morricone, qui renvoie évidemment au final du bon, la brute et le truand, et dont la superbe conclusion aura tapé dans l'œil de Quentin Tarantino. Et puisqu'on évoque encore le cinéma de Quentin Tarantino, on va maintenant aborder l'un de ses westerns préférés, ou du moins un de ceux dont il s'est le plus inspiré. Réalisé en 1967, ce film est un récit classique de vengeance où un enfant assiste au massacre de sa famille et va ensuite poursuivre les meurtriers un par un. Mais le héros va croiser sur sa route un cow-boy mystérieux incarné par Lee Van Cleef qui recherche lui aussi les mêmes personnes. Les 2 hommes vont passer le reste du film à se doubler mutuellement.
De La mort était au rendez-vous, Tarantino reprend la scène de massacre inaugurale pour raconter l'enfance de Oren Ishii dans Kill Bill Volume 1, la musique de Ennio Morricone et le principe de l'image qui devient rouge dès qu'un ennemi a été identifié. Quant au fameux bruitage que l'on entend dans Kill Bill à ce moment-là, rien à voir avec le western puisqu'il provient de La main de fer, un classique de la Shaw Brothers. Au-delà du jeu des 7 différences entre le film et ceux de Tarantino, La mort était au rendez-vous est un très bon western, peut-être un peu plus classique que ceux que j'ai cités précédemment, mais qui vaut surtout le coup d'œil pour Lee Van Cleef, second couteau du western américain, et dont la carrière a été complètement relancée via ses précédents rôles chez Sergio Leone. Face à lui, on retrouve le traditionnel héros aux yeux bleus, dans la droite lignée de Clint Eastwood et Franco Nero, sauf qu'ici, le charisme de l'acteur n'égale à aucun moment celui de Lee Van Cleef, et entre les deux têtes d'affiche, le déséquilibre est parfois évident. Un déséquilibre qui s'inversera complètement dans le film suivant, où cette fois-ci, c'est Lee Van Cleef qui va se retrouver au second plan derrière son jeune partenaire. Dans Colorado, un chasseur de primes désire mettre un terme à sa carrière pour se lancer dans la politique. Mais pour financer sa campagne, il est contraint d'accepter un dernier contrat. Il doit retrouver Cuchillo, un paysan mexicain accusé d'un crime. Colorado est réalisé par Sergio Solima, qui se situe à la 3e place dans la liste des Sergio dont je parlais tout à l'heure, et qui a lui aussi fait ses débuts au cinéma dans le péplum. Même s'il refuse de s'inscrire dans la liste interminable des réalisateurs de western italiens, Sergio Solima compte malgré tout parmi les grands noms du genre. Auteur de seulement 3 westerns, on le désigne souvent à tort comme le plus à gauche de la bande. S'il est vrai que Colorado est là encore un western Zapata, Solima ne se revendiquait pas comme un cinéaste ouvertement de gauche, mais plutôt comme un raconteur d'histoire qui servait de parabole sur la société italienne. Dans le scénario original écrit encore une fois par Franco Solinas et qui s'appelait au début Le Faucon et la Proie, le héros était un jeune cow-boy pas très malin qui se faisait balader par un vieux Mexicain roublard et alcoolique. Sergio Solima a la bonne idée d'inverser les choses et de permettre la découverte d'un des jeunes comédiens les plus talentueux de l'époque, Thomas Milian. D'origine cubaine, cet acteur particulièrement investi et au tempérament bouillonnant va complètement voler la vedette à Lee Van Cleef en incarnant Cuchillo, un péon accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. L'énorme succès du personnage de Cuchillo auprès du public ne vient pas tant de son appartenance à un pays en pleine révolution que de son caractère original dans le western italien. À l'inverse des anti-héros cyniques et taciturnes comme Lee Van Cleef et tant d'autres, Thomas Milian incarne un paysan voleur et inculte, mais surtout débrouillard et attachant. Car ce ne sont pas vraiment les convictions politiques qui définissent le personnage de Cuchillo, mais bien sa pauvreté et sa lutte constante pour survivre. En gros, c'est un homme du peuple, pauvre et voleur, mais qui ne se laissera pas dicter sa loi. Dans Colorado, la proie est au final bien plus intéressante que le faucon, et même si Lee Van Cleef est persuadé de tenir le rôle principal, c'est bel et bien Thomas Milian qui capte l'attention et remporte tous les suffrages. Lors du plan final, Sergio Solima lui-même semble aussi avoir fait son choix, en laissant filer Lee Van Cleef hors cadre pour continuer à braquer sa caméra sur Thomas Milian. Une conclusion bien différente de El Chuncho, l'autre grand western Zapata sorti la même année, dans lequel les deux protagonistes ne parvenaient pas à se comprendre, et où, à la fin, le Mexicain choisissait de continuer la lutte pour libérer son pays. Dans Colorado, l'Américain et le Mexicain parviennent à s'entendre, mais lorsque le film se termine, Cuchillo utilise sa liberté non pas pour entreprendre une révolution, mais simplement fuir et continuer à survivre. Là où El Chuncho nous encourage presque à descendre dans la rue pour tout faire péter, Colorado insiste davantage sur l'importance de rester libre quoi qu'il arrive. Même si Cuchillo est devenu, malgré lui, l'une des grandes figures du rebelle mexicain au cinéma, c'est avec ses rôles suivants que Thomas Milian va véritablement s'imposer comme l'incarnation ultime du genre, et notamment grâce à un autre western Zapata de Sergio Solima, un chef-d'œuvre qui est aussi mon film préféré de toute la liste. Réalisé dans la foulée de Colorado, le dernier face-à-face raconte l'histoire de Brad Fletcher, un professeur d'histoire obligé de démissionner à cause d'une santé fragile. En chemin pour le Texas, il croise la route de Beauregard Bennett, un célèbre bandit qui va le prendre en otage. Mais quand Fletcher sauve la vie de Bennett en lui retirant une balle, une admiration mutuelle va naître entre les deux hommes. À l'instar de El Chuncho, Colorado, El Mercenario et beaucoup d'autres, on retrouve encore une fois le même postulat de départ avec deux personnages que tout oppose. D'un côté, un professeur américain idéaliste et cultivé, mais à la santé vacillante, et de l'autre, un hors-la-loi mexicain sans éducation et surtout sans scrupules quand il s'agit de défendre sa cause.
Mais là où El Chuncho et Colorado ne montraient de véritable évolution que chez un seul personnage, le dernier face-à-face fait évoluer ces deux protagonistes via une inversion complète des caractères. Concrètement, celui qu'on identifiait comme étant le gentil en début de film devient progressivement le méchant, et inversement. D'abord fragile et un peu effacé, Fletcher va progressivement montrer sa vraie nature au contact des hors-la-loi et se changer en véritable dictateur. A l'inverse, Bennett va s'imprégner du savoir du professeur pour remettre en question ses méthodes et gagner en humanité. Le dernier face-à-face est une merveille d'écriture, dans laquelle le basculement des deux personnages s'opère de manière quasi fluide et progressive, bien aidé par des dialogues qui, tout en gardant le cynisme propre au western italien, sont parmi les mieux écrits du genre. Sergio Sollima raconte que sur le tournage, Gian Maria Volonte et Thomas Milian se haïssaient, et que tous les deux venaient régulièrement se plaindre pour obtenir plus de temps à l'écran que leur partenaire. Alors il faut dire qu'entre un acteur froid, méthodique et qui bombarde le réalisateur de questions sur son personnage et un autre issu de l'acteur studio qui n'en fait qu'à sa tête et ne tient pas en place, on pouvait difficilement trouver caractère plus opposé. Mais Sollima se sert intelligemment de cette opposition naturelle pour la faire aussi exister à l'écran. Que l'on soit avant ou après le basculement moral des personnages, on assiste à une véritable bataille d'ego où chacun tente d'écraser l'autre sous le poids de son charisme. Même si le film de Sollima fait aujourd'hui partie des grands classiques, Thomas Milian avoue ne pas apprécier le résultat, la faute selon lui à un déséquilibre entre son personnage et celui de Gian Maria Volonte. Mon personnage, censé être très violent avant le début du film, commence l'histoire blessé. Si le rôle de Volonte dispose d'un arc narratif, le mien est totalement plat. Je débute mal en point et demeure presque passif tout le reste du film. On raconte que j'étais un bandit très célèbre, etc., mais ça n'apparaît jamais à l'image. Au-delà de sa petite guéguerre personnelle avec Gian Maria Volonte, on peut être d'accord avec Thomas Milian, d'autant plus que la version la plus complète disponible à ce jour n'est toujours pas la version initiale montée par Sergio Sollima, et dont on peut penser qu'elle inclurait peut-être des scènes supplémentaires avec Bennett qui viendraient réajuster un peu le tout. Mais malgré ce petit déséquilibre, le dernier face-à-face fonctionne parfaitement en l'état, et c'est d'ailleurs typiquement le film à montrer aux spectateurs qui pensent à tort que le western est un genre sans surprise. Sergio Sollima et Thomas Milian n'en ont pas fini avec le western Zapata pour autant, car ils travailleront ensemble une nouvelle fois sur Saludos Hombre, la suite des aventures de Cuchillo, le héros mexicain de Colorado. Un peu moins réussi que les deux précédents films, Saludos Hombre souffre surtout de l'absence d'un acteur de la trempe de Lee Van Cleef ou Gian Maria Volonte face au volcanique acteur cubain qui écrase ici complètement son pauvre partenaire. Mutilés lors de leur sortie française, les 3 westerns Zapata de Sergio Sollima sont aujourd'hui disponibles dans des versions quasi intégrales. Un juste retour des choses pour un auteur qui aura grandement élevé le genre avec des œuvres engagées et réfléchies, et qui aura également contribué à la popularité de Thomas Milian. L'acteur continuera d'interpréter des révolutionnaires hauts en couleur comme dans Compañeros de Sergio Corbucci, en compagnie de Franco Nero et Jack Palance, Far West Story, toujours pour Corbucci, ou dans 3 pour un massacre avec Orson Welles. Alors il me faudrait une vidéo entière pour rendre justice à l'histoire du bonhomme, de son enfance compliquée avec un père général pendant la dictature de Cuba qui se suicide devant lui à 12 ans, ce qui explique certainement bien des choses quant au choix de ses futurs rôles, en passant par son autre carrière dans le polar des 70s. Mais on va surtout s'attarder sur l'un des titres phares de sa filmographie, sans doute le western italien le plus bizarre jamais tourné. Complètement à part dans le monde des réalisateurs italiens, Giulio Questi n'a réalisé que 3 films dans sa carrière, 3 œuvres étranges, parmi lesquelles Tire encore si tu peux est certainement la plus connue. Trahi et laissé pour mort par ses anciens camarades, un homme sans nom finit par sortir de terre tel un zombie. 2 Indiens présents sur les lieux vont alors le soigner et l'aider à se venger. Mais contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, les traîtres vont rapidement être massacrés, et pas forcément par Thomas Milian. Via cette scène d'ouverture déroutante et complètement ancrée dans le cinéma fantastique, Questi va semer le doute en permanence. On ne sait jamais vraiment si le personnage de Thomas Milian est un fantôme ou non, vu qu'en plus, il semble totalement invulnérable aux balles. Le film contient aussi plusieurs moments tout droit sortis d'une série B gothique, comme cette scène de torture surréaliste à base de reptiles et de chauves-souris vampires. Surréaliste est peut-être même le mot le plus juste pour qualifier ce film, tant Giulio Questi semble n'avoir strictement rien à faire des codes du western. On est ici bien plus proche des délires de Luis Buñuel que d'un western italien façon Leone ou Corbucci. Imprévisible dans son déroulement et doté d'un rythme étrange qui nous place dans un état de flottement permanent, Tire encore si tu peux semble partir dans tous les sens, mais finit par retomber sur ses pattes tout en brassant énormément de thèmes.
On retrouve encore une fois la figure christique et la milice fasciste comme dans Django, la question des Indiens, la condition des femmes ou le thème de la vengeance, sauf qu'ici tout est perverti pour au final aboutir à des scènes absolument uniques dans l'histoire du western italien. Éventrement, lynchage, viol collectif, scalp, Tire encore si tu peux ne fait pas dans la demi-mesure, mais c'est pourtant ses excès et le caractère irréel du film qui font que celui-ci est resté dans les mémoires. Quant à Thomas Milian, il interprète un héros étonnamment calme, là on était en droit d'attendre une prestation totalement survoltée de sa part. Giulio Questi avait beau ne pas aimer le western, il a pourtant donné naissance à l'un des grands noms du genre, un film culte totalement à part et qui annonce d'une certaine façon El Topo de Jodorowsky, sorti 3 ans plus tard. A noter que le film a évidemment connu de gros problèmes avec la censure et qu'il a parfois été distribué sous le titre Django Kill If You Live Shoot, même si, encore une fois, il n'y a aucun lien entre le film de Questi et celui de Corbucci. Après Tire encore si tu peux, Giulio Questi réalisera un giallo là encore unique en son genre, La mort a pendu à neuf avec Jean-Louis Trintignant, un film qu'on a longtemps cru perdu mais qui est heureusement ressorti il y a quelques années dans la collection Make My Day. Son 3e film, le rarissime et très déconcertant Arcana, attend toujours d'être édité. Dans une carrière en plein soleil, un prisonnier qui vient de terminer sa peine est libéré. De retour en ville, il va prévenir le fils de son pire ennemi qu'il rendra visite à son père le soir même. Le jeune homme ignore tout de leur relation et lorsqu'il transmet l'information à son paternel, ce dernier commence à paniquer. La fin de la journée approche et une grosse tempête est sur le point d'éclater. Et le vent apporte à la violence fait partie de ces quelques westerns à avoir un pied dans le cinéma d'horreur gothique. Ce qui n'est pas forcément étonnant vu le réalisateur à la barre, Antonio Margarete. Un solide artisan du cinéma bis qui n'a peut-être pas la grandeur d'un Mario Bava, mais à qui l'on doit quelques titres assez réussis dans le domaine de l'horreur et de l'épouvante. Ici, Margheriti semble bien plus occupé à créer une ambiance macabre que de raconter les classiques affrontements entre gentils et méchants. Le récit se déroule majoritairement de nuit autour d'une église pas très rassurante, les cadrages et la musique sont ceux d'un film d'épouvante, et comme dans Tire encore si tu peux, le personnage appartient presque à un autre monde, vu qu'il apparaît et disparaît au milieu de la tempête comme un fantôme. Les 10 années de détention qu'il a passées à casser des cailloux ne semblent absolument pas avoir affecté ses compétences au tir, et rien ne peut l'arrêter. L'affrontement final le montre impassible au milieu des flammes, et filmé à travers plusieurs miroirs comme pour signifier que le personnage est à la fois présent et en même temps ailleurs. Avec sa tempête interminable, ses pendus et son église qui sonne en permanence, et le vent apporte à la violence réinjecte un peu de sang neuf à un genre qui commençait doucement à s'essouffler. On est au début des années 70, et cela fait maintenant 6 ans que les cow-boys sont présents presque chaque semaine dans la majorité des cinémas de quartier italiens. 1 an plus tard, un film va tenter un curieux virage vers le cinéma d'exploitation, tout en revenant aux sources du western italien. Blind Man est un pistolero aveugle, comme son nom l'indique, qui est chargé d'escorter une 50aine de femmes jusqu'à leur mari au Texas. Mais un ancien associé va profiter de la situation pour kidnapper les femmes et s'enfuir avec. Blind Man va alors partir à leur recherche. Comme je le disais précédemment, Blind Man est un film réalisé en 1971 qui annonce les excès de la décennie à venir tout en effectuant une espèce de retour aux sources. À l'instar du film fondateur Pour une poignée de dollars qui s'inspirait ouvertement de Yojimbo, Blind Man est un décalque à peine dissimulé d'un autre classique du cinéma japonais, Zatoichi, le masseur aveugle. Dans les 2 films, le héros est une personne atteinte de cécité, mais qui sait pourtant parfaitement se défendre. Pour Blind Man, cela donne des scènes pas toujours crédibles, mais où au moins le personnage a le mérite de sortir un peu du lot, même si niveau charisme, on est à des années-lumière de Franco Nero, Clint Eastwood ou Thomas Milian. Concernant le lien avec le cinéma d'exploitation, il saute aux yeux assez rapidement dès qu'une femme apparaît à l'écran, car si le western italien ne brille pas par la complexité de ses rôles féminins à 2 ou 3 exceptions près, Blind Man n'arrange pas les choses en se positionnant comme le film le plus misogyne du genre. Ici, les femmes sont considérées comme du bétail, elles n'auront pas vraiment de statut important dans l'histoire, et certains passages donnent même l'impression d'être issus d'un autre film. Dernière bizarrerie, et pas des moindres, l'un des bad guys est joué par Ringo Starr, le batteur des Beatles qui s'essayait alors à une carrière d'acteur. Au final, Blind Man n'est pas forcément un film réussi à 100%, mais il constitue surtout une petite curiosité, une œuvre bâtarde comme l'Italie allait en produire des tonnes durant les années à venir. En ce début des années 70, le filon commence à s'épuiser et fait de plus en plus la part belle aux gags et autres séquences absurdes.
On trouve notamment quelques croisements improbables entre le western italien et le film de kung-fu façon Shaw Brothers, avec Shanghai Joe ou La Brute, le Colt et le karaté. Si Sabata avec Lee Van Cleef et la série des Sartana montraient déjà quelques moments débiles, c'est véritablement avec la sortie de On l'appelle Trinita que le western italien va commencer à creuser sa propre tombe. Ce petit film avec un duo mal assorti façon Laurel Hardy sert surtout de prétexte pour les pitreries de Terence Hill et Bud Spencer, en lieu et place des duels et affrontements habituels. Mais si le film se fait copieusement insulter par Corbucci et Leone, ce dernier mettra pourtant la main à la pâte pour Mon nom et personne avec Henry Fonda et Terence Hill, un film que Leone produit et réalise en partie, qui s'inscrit là aussi dans cette vague de western comique. Dans son pavé 10 000 façons de mourir, le réalisateur Alex Cox décrit ses films comme des westerns forains. Un nouveau genre émerge, le western forain. Sabata, Mon nom et personne et les célèbres Trinita relèvent tous de cette catégorie, quoique Mon nom et personne témoigne d'une plus grande ambition. Ces films truffés d'acrobaties et d'explosions, parsemés de personnages affreusement pittoresques, très similaires les uns aux autres, rencontrent un large succès populaire. Probablement lassé par le cynisme du western des années 60 et souhaitant voir autre chose que la violence qu'il croisait alors dans la rue, le public italien fait un triomphe à ces nouveaux westerns, remplis de bagarres inoffensives, de tartes à la crème et de blagues de prout. Comme toujours, ces films connaîtront tous des suites qui ne relèveront jamais le niveau. Le très raté Un génie, deux associés, une cloche succède à Mon nom et personne, et les aventures de Trinita se poursuivront un an plus tard dans On continue de l'appeler Trinita. Et si là vous venez de faire une remarque sur l'absence de variété dans les titres des films, je vous dirais oui. D'une manière générale, les titres dans le western italien, et même dans le western tout court, ça a toujours été un peu le bordel pour s'y retrouver, car sans même parler des films italiens qui ont 15 titres différents, objectivement, il n'y a rien qui ressemble plus à un titre de western qu'un autre titre de western. On va terminer cette vidéo avec ce qui est considéré, à juste titre, comme le dernier grand western italien, un film à milieu de toutes les copies interchangeables et les parodies débiles qui ont progressivement vidé le genre de sa substance. Lorsque Keoma sort sur les écrans en 1976, le western italien est pratiquement mort. Pourtant, Enzo G. Castellari, réalisateur bien connu des amateurs de bis et plutôt spécialisé dans l'action, souhaite redonner un peu de sérieux au genre en confiant à son ami Franco Nero le rôle d'un justicier solitaire à la Django. Le début du film est d'ailleurs calqué sur celui de Corbucci. Un cavalier qui revient de la guerre de sécession sauve une femme des mains d'une milice fasciste et rencontre des problèmes dès qu'il se rend dans le saloon du coin. Mais heureusement, la suite est un peu plus surprenante. Keoma n'est pas tant un cow-boy invincible comme Django qu'un homme en colère qui cherche constamment sa place. Le script original est signé par Luigi Montefiore, plus connu sous le nom de George Eastman, acteur massif et abonné au rôle d'ordure comme dans Emmanuel et Françoise, le génial Rabbit Dogs de Mario Bava ou Anthropophagus de Joe D'Amato. Jugé perfectible et trop violent, le script de Montefiore sera remanié à plusieurs reprises pour au final ne servir que de base à ce que Enzo G. Castellari et Franco Nero souhaitaient réellement faire. Keoma devient alors un film pratiquement improvisé au jour le jour, et où chacun apporte des idées qui rendent l'ensemble bien plus intéressant que ce qu'il devait être au départ, comme par exemple le fait que le film se déroule sous un vent permanent dans une ambiance crépusculaire, que Keoma soit un métis indien rejeté par ses frères d'adoption, ou qu'il soit suivi durant tout le film par la mort elle-même, représentée ici sous les traits d'une vieille femme. Ce bouillonnement d'idées se ressent aussi dans la mise en scène de Castellari, avec plusieurs plans très inventifs, des cadrages soignés et quelques mouvements de caméra un peu plus complexes que d'accoutumée. On trouve également les fameux ralentis dans les scènes d'action qui deviendront l'une des signatures du réalisateur. En plus de Franco Nero, le film compte à son casting Olga Karlatos, vue notamment chez Lucio Fulci ou Nikos Papadakis, William Berger, un habitué du genre, et surtout Woody Strode, figure emblématique du western américain, que l'on peut voir aussi chez Stanley Kubrick, Sergio Leone ou Sam Raimi. Le seul petit bémol du film pourrait être sa musique. Elle est composée de ballades qui reviennent régulièrement pour expliquer les enjeux et l'état d'esprit des personnages. Le problème vient pas de la mélodie en elle-même, mais plutôt du chanteur et de la chanteuse qui donnent juste envie de s'arracher les tympans. Malgré tout, on finit quand même par s'y faire, et cela rajoute encore de la personnalité à ce western déjà très atypique. Au final, Keoma est un magnifique chant du cygne, une espèce de best-of malgré lui qui reprend à la fois les grandes idées des meilleurs westerns italiens, tout en proposant des nouvelles.
Mais malgré son petit succès en salle, Keoma ne relancera pas le genre et rien de véritablement notable ne sera produit par la suite. En cette fin des années 70, le déclin du cinéma bis italien a largement commencé. Et si la télé de Silvio Berlusconi a beaucoup contribué à vider les salles de cinéma, cet élément ne suffit pourtant pas à expliquer l'essoufflement du genre. Suite au triomphe de Pour une poignée de dollars en 1964, tout le monde s'est engouffré dans la brèche et forcément, l'embouteillage était inévitable. Avec des westerns en salle presque chaque semaine pendant des années, le public recherchait forcément toujours plus d'originalité, et c'est justement ces westerns hors du commun dont on se rappelle aujourd'hui. Par conséquent, dire que les westerns se ressemblent tous est faux. Il y a certes beaucoup de déchets parmi les 500 ou 600 films produits en Italie, mais il y a aussi et surtout des œuvres baroques, excessives et engagées, qui ont tenté des choses complètement folles pour simplement exister au milieu d'une concurrence impitoyable. Si le western s'est aussi lui-même tiré une balle dans le pied en prenant le chemin de la parodie, avec le recul, il pouvait difficilement en être autrement, vu encore une fois l'énorme quantité de films produits sur une période plutôt courte. Sergio Leone avouait détester ce que le western italien était devenu, considérant tous les films sortis après les siens comme des copies bâtardes et sans intérêt. Bon, après, il y a peut-être un peu de jalousie derrière, surtout quand on sait qu'il a un peu raté le coche avec Il était une fois la Révolution, là où El Chuncho et les films de Sollima avaient innové bien avant lui. À l'instar de George Romero, Leone était peut-être aussi prisonnier du genre qu'il avait créé, lui qui souhaitait surtout réaliser son film de gangster, chose qu'il fera enfin en 1984. De la même façon, l'immense succès du genre dans les années 60 a probablement empêché certains réalisateurs de proposer autre chose au public, même s'il y a eu quelques francs-tireurs comme Giulio Questi qui se sont emparés du western pour mieux le pervertir et le dynamiter de l'intérieur. Leone, Corbucci et Sollima ont tous eu marre du western à un moment de leur carrière, et s'ils en sont les maîtres incontestés, ils disent chacun ne pas avoir de grande affection pour les histoires de cow-boys. On peut le comprendre pour Sergio Sollima, auteur de seulement 3 westerns, mais on peut en douter pour Leone et Corbucci qui ont, malgré leurs déclarations, continué d'alimenter le genre régulièrement. Critiqué à l'époque pour sa violence et son amoralité, le western italien a longtemps été vu comme une espèce de version dégénérée du modèle américain. Or, cette comparaison n'a pas vraiment de sens, vu que la période durant laquelle le western américain connaît son âge d'or n'est pas du tout la même que celle du western italien qui arrive au moment où l'Italie s'apprêtait à traverser une période compliquée. De plus, le genre ne s'inspire pas uniquement du western américain. Il le fait également avec les bandes dessinées, les films japonais et surtout l'actualité du pays. Il est donc normal que le western italien reflète cette violence, à l'image des autres genres cinématographiques des années 60 et 70, qui eux aussi connaissent une accentuation dans la représentation de la violence à l'écran. En gros, si l'époque est différente, et forcément, les films le seront aussi, même si le genre est identique. Et là où une partie de la critique trouvait le western Zapata trop baroque et pas assez engagé, aujourd'hui je vois mal comment on peut faire plus engagé que El Chuncho, ou envoyer un message plus limpide que celui contenu dans le dernier face-à-face. D'ailleurs, petit aparté en parlant de Sergio Sollima, son fils n'est autre que Stefano Sollima, à qui l'on doit Akab, Gomorrah et Sicario 2. Comme quoi, les chiens ne font pas des chats. Alors bien sûr, le western italien a ses défauts, mais ça serait une énorme erreur que de se focaliser dessus, ou même d'occulter complètement ce genre, sous les prétextes erronés que tous ces films se ressemblent, ou qu'ils sont dépassés. Si vous souhaitez davantage d'infos et davantage de films, je vous recommande la lecture de quelques ouvrages. 10 000 façons de mourir, écrit par Alex Cox, que j'ai cité un peu plus tôt, Le pavé, il était une fois le western européen de Jean-François Giré, ainsi que la toute première étude sérieuse du genre en France, 20 ans de western européen, écrit par Alain Petit. Aujourd'hui, le western se fait de plus en plus rare, même s'il y a eu quelques tentatives remarquées pour relancer le genre. S'il est pratiquement impossible qu'il y ait un nouvel âge d'or semblable à celui des années 60, on peut néanmoins toujours espérer voir un petit film sorti de nulle part emmener de nouveau le genre vers des territoires inexplorés.